Moi, je continue à me vider le cœur. Si toi, t'es pas fâché, moi, j'ai pas fini. Parce que dans l'Apocalypse de Saint Jean, ça se termine avec le retour de la venue de la Jérusalem céleste sur la terre. Je pense que la lumière est mal dirigée. Là. Pour la télévision, ça ne sera pas réussi. Excusez-nous, mais voilà. Et là, la vedette. En passant, on a des gourous dans la salle ce soir. Des vrais. C'était plus fort que lui, il fallait qu'il le dise. Hein? Et là, la vedette. Mal fâché, là. Avec le retour du Messie, c'est une ère nouvelle. L'ère du Verseau ou d'autres formes d'approche veut que ce soit une ère nouvelle. Bernard nous disait dans une conférence que l'homme de la 5e race va accéder à l'homme de la 6e race. Ça va être fini les temps de l'involution, ça va devenir l'évolution. Donc, il fait partie de la tradition, même Bernard. Il dit les choses comme les autres le disent. Il ne contredit rien par rapport à ça. Mais j'aimerais des explications sur, dans les grands fondements de l'ésotérisme, on parle d'un corps glorieux. Ça signifie quoi? Bon. L'homme est fait de plusieurs principes d'énergie. On appelle ça des principes d'énergie. Autrement dit, l'homme a plusieurs niveaux de conscience. Alors, il y a une conscience purement matérielle, qui est le corps matériel. Il y a une conscience vitale qui nourrit le corps matériel et qui lui donne sa plasticité. Il y a une conscience émotive qui lui permet de se réaliser en tant qu'être matériel dans un cadre d'expérience lié aux éléments, autrement dit sa nature animale. Il y a une conscience intellectuelle qui lui permet en tant qu'être animal, mais avancé, de comprendre un peu les lois de la matière, les lois du médium à l'intérieur duquel il évolue. Mais ces 4 aspects inférieurs de sa conscience sont la fondation, simplement la fondation, pour d'autres principes en lui qui sont cosmiques, c'est-à-dire non planétaires, c'est-à-dire non déterminés par les conditions de sa vie matérielle. Et ces principes-là sont sujets à évolution, à développement. Et le premier de ces principes-là est ce qu'on appelle sa conscience supramentale. Et dans le cycle qui vient, ce principe de la conscience supramentale se développera comme le principe du corps mental inférieur s'est développé, comme le principe du corps astral s'est développé, comme le principe du corps vital s'est développé. Autrement dit, l'homme est en constant devenir. Mais l'homme ayant atteint un niveau de développement mental, il a l'impression que ce qu'il sait, de par ses sens, est finalisant, c'est-à-dire est terminal. Lorsqu'en fait ses sens ne sont qu'une fenêtre par laquelle un autre niveau de conscience en lui opère et permet que l'homme se réalise en tant que nature animale intelligente. Lorsque l'homme entrera dans ce nouveau cycle d'évolution, il n'aura plus besoin de ses sens matériels pour connaître à fond la nature du réel, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur d'autres plans. Autrement dit, l'homme aura accès pour la première fois depuis son avènement sur le plan matériel à une multidimensionnalité qui lui permettra pour la première fois non pas seulement de réaliser l'existence d'intelligence qui évolue dans des mondes parallèles aux siens, mais dans des mondes qui sont beaucoup moins denses, donc invisibles, mais il aura pour la première fois la capacité de travailler avec eux. Autrement dit, d'être créatif au lieu d'être une créature.
Et pour que l'homme travaille avec ces intelligences, qui font partie de l'énergie universelle, il faut que lui-même soit réceptif à leur énergie. Et la réception à cette énergie, naturellement, lorsque l'homme la vit, que ce soit dans un cadre d'expérience quelconque ou un autre, parce que chaque homme vit cette énergie personnellement. Mais le principe est toujours le même. C'est que lorsque l'homme vit en relation avec l'intelligence ou l'énergie de l'intelligence qui entre en lui et qui nourrit ses principes inférieurs qui ont fait de lui auparavant un homme mortel, à ce moment-là, son ego, sa personnalité, ce qu'il considère son lui-même est automatiquement transformé, transmuté, de plus en plus au fur et à mesure que cette énergie-là pénètre et pénètre et pénètre et pénètre. Et éventuellement, le niveau de vibration est suffisamment élevé pour que ce principe nouveau dans l'homme, ce cinquième principe, si vous voulez, devienne pour lui l'outil universel de sa conscience, au lieu qu'il se serve de l'intellect qui, auparavant, était l'outil planétaire de sa conscience. L'homme ne peut pas être prisonnier de la planète, ne peut pas être prisonnier de l'espace-temps pour toujours. Éventuellement, il faut qu'il se libère de cette prison, si vous voulez, et sa libération de cette prison n'est pas une condition que lui peut créer. Au cours de la tradition, l'homme pouvait créer, si vous voulez, autrement dit, se donner des attitudes morales, philosophiques, ésotériques, pour se développer, mais toujours philosophiquement. Mais c'était toujours sous le contrôle de l'ego. De sorte qu'il s'est développé différentes tendances dans la tradition. Pourquoi il y a tant de philosophie dans le monde? Pourquoi il y a tant de courants de pensée? Parce que l'homme vit ses expériences en relation avec son tempérament et son caractère, autrement dit, de par sa subjectivité qui est déjà limitée par le fait qu'il n'est pas en contact avec l'énergie de l'intelligence. Mais lorsque l'homme aura accès à ce cinquième principe en lui qui se développe et qui a commencé un peu partout dans le monde, à ce moment-là, son intelligence deviendra universelle et l'homme, rencontrant l'homme dans différentes nations, pourra être en harmonie vibratoire avec cet homme. Il n'aura plus besoin du dialogue psychologique avec lui. L'homme ne vivra plus psychologiquement, c'est-à-dire il ne vivra plus suivant une émotif et une attitude mentale subjective, mais vivra selon la vibration en lui, c'est-à-dire selon la pulsation de cette énergie en lui, et c'est cette pulsation, cette vibration qui émane du rayon en lui, qui lui donnera accès à ce qu'il doit faire, à la connaissance qu'il doit acquérir pour travailler sur un plan ou sur un autre. Autrement dit, l'homme sera libre. Mais la liberté qu'il vivra ne sera pas la liberté que l'homme connaît aujourd'hui. Parce que l'homme aujourd'hui n'est pas libre. Il a un libre arbitre, mais qui est déjà une illusion, qui fait déjà partie de la grande mécanicité cosmique, qui fait déjà partie du lien entre l'homme et des forces invisibles dont l'homme n'a même pas de connaissance, de conscience, avec lesquelles l'homme ne peut même pas parler. Autrement dit, l'homme vit une vie, et au-dessus de sa tête, il y a une ficelle, et il n'est pas conscient de la ficelle. De temps à autre, il y a de petites expériences qui lui donnent une conscience d'une ficelle derrière le tableau de l'espace-temps. Mais un jour, l'homme doit être conscient de cette ficelle, conscient de l'intelligence de cette ficelle, et fusionner avec cette ficelle. Et c'est ce qu'on dit dans les grands textes occultes. L'homme, un jour, doit être en union, en fusion avec, vivre une unicité totale avec l'origine de la pensée cosmique et le point d'appui de cette pensée cosmique dans la matière qui est l'homme. Et ça, c'est le début de l'évolution de l'homme. Et l'homme s'en va vers ce point-là. Mais tant que l'homme
sera prisonnier de ses émotions. Il ne pourra pas vivre cette énergie parce que cette énergie, elle est pure. Elle n'est pas conditionnée par l'histoire. Elle n'est pas conditionnée par l'homme. Elle est imposée à sa conscience primitive, parce que l'homme est encore un être primitif. L'homme cessera d'être un être primitif lorsqu'il aura le pouvoir de sortir à volonté de son corps matériel, non pas pour aller dans l'astral, mais pour être dans la conscience unitaire des planètes et des galaxies, voyager dans le temps et avoir la liberté de se déplacer dans le temps à volonté et de gravir à volonté les échelles de lumière qui coïncident avec les différentes temporanéités, afin qu'il puisse un jour connaître les secrets de l'évolution, les secrets de la matière mentale, émotionnelle, vitale et physique, plus les autres matières qui existent dans le cosmos, dont il ne connaît pas l'existence et dont la connaissance lui permettra de construire une science qui défie les lois de la forme d'aujourd'hui et qui automatiquement détruira la science telle que nous la connaissons sur la Terre. Alors, lorsqu'un cycle finit, il y a destruction des formes pour la construction de nouvelles formes et l'évolution va ainsi de suite. Pour admettre que l'homme d'aujourd'hui est un homme primitif, ça semble assez évident qu'on est au balbutiement de la science. C'est à peine si on s'échappe de la planète Terre. Mais on sait dans des textes anciens comme dans les Védas qu'il y a des êtres qui circulent dans les airs et qui visitent l'homme. Et non seulement le visitent, mais semblent agir avec lui comme si l'homme était, comme vous disiez tantôt, une marionnette. Ce sont déjà des êtres plus évolués, moins primitifs que l'homme d'aujourd'hui. Mais quand j'écoutais Bernard dans la première partie de la soirée, j'avais l'impression qu'on sautait un paquet d'étapes pour arriver à un homme, au-delà de tous ces hommes, même évolués, qui se déplacent par la voie des airs. Je suis très content que vous ayez saisi ce point. On va sauter des étapes? Oui. Effectivement, tel que nous l'enseigne la tradition, tel qu'en parlent les psychiques ou les gens qui ont accès à cette expérience, il existe dans les plans parallèles des êtres qui sont en évolution. Et ce que je reproche à la vie sur la Terre, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que les hommes sont manipulés par ces êtres-là. Et l'homme ne doit pas être manipulé par personne, ni visible, ni invisible. Parce que tant que l'homme est manipulé par un être, que ce soit visible ou invisible, et invisible c'est encore pire, l'homme ne peut pas être libre. Et ce qui empêche l'homme d'être manipulé par des êtres qui évoluent dans des mondes parallèles, c'est la fusion. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire, la fusion? La fusion, ça veut dire la descente totale et parfaite de cette énergie dans l'homme. Parce que l'homme, dans le fond, évolue dans un médium d'énergie. Mais il n'a pas encore le principe développé qui lui permet d'être en syntonicité avec cette énergie. De sorte qu'il n'est pas dans cette conscience universelle, cosmique, appelez-la comme vous la voulez, dans cette intelligence. Et ce n'est que lorsque l'homme sera totalement en fusion avec cette énergie, qu'il sera un avec cette énergie, qu'il pourra être un être créatif et qu'il travaillera avec des êtres et qu'il connaîtra le degré d'évolution de ces êtres. Ce n'est pas parce qu'un être vient chez vous qu'il n'est nécessairement plus évolué que vous-même, mais il vous semble qu'il est plus évolué que vous parce que vous-même, vous êtes prisonnier de la matière. Alors la fusion, c'est effectivement la prochaine étape que l'être humain va vivre. La fusion, c'est la prochaine étape que doit vivre l'humanité. Elle a été expliquée très bien dans la cosmogonie d'Urantia. Et il y a beaucoup d'aspects de cette cosmogonie qui seront encore développés. Il y aura des formes à l'intérieur de cette cosmogonie qui seront aussi détruites éventuellement. Mais il y a dans ce livre de l'information gratuite, essentielle pour l'humanité qui vient. Et l'homme doit un jour connaître la fusion. Et c'est lorsque l'homme connaîtra la fusion qu'il sera libre des plans
qui éteignent en lui l'intelligence et qui empêchent l'homme d'être homme. Mais si cette fusion vient bientôt, il me semble qu'on manque des étapes dans notre évolution, même que ce serait scientifique ou psychologique sur la race humaine. Il me semble qu'on va franchir un monde de différence. On n'a encore pas l'utilisation des soucoupes volantes, on n'a encore pas la maîtrise sur la santé du corps physique. On a toujours... Ces choses-là viendront après. Ce n'est pas l'utilisation des soucoupes volantes, ce n'est pas la maîtrise sur la santé qui est importante, c'est la conscience de l'homme. Lorsque l'homme aura la conscience, il aura ces choses. Il doit passer par la fusion. L'homme doit être dans l'énergie de cette intelligence pour connaître les secrets de ces transports, pour connaître les secrets de la vie qui détermine la nature de la médecine. L'homme doit être dans cette intelligence pour pouvoir être à la fois un éducateur et à la fois un vérificateur des formes. Alors, lorsqu'il est éducateur de la forme, il enseigne, autrement dit, il donne à l'humanité nouvelle une connaissance nouvelle. Et lorsqu'il est vérificateur de la forme, il travaille en tant que scientiste, et en tant que scientiste, il s'occupe de maintenir un équilibre pendant des siècles et des siècles pour que ce qui est construit sur le plan éthérique, qui descend dans la matière éventuellement, soit suffisamment en équilibre avec les lois de l'énergie pour qu'il n'y ait pas de destruction. Ça reste à dire que les civilisations qui utilisent les soucoupes volantes, qui maîtrisent la santé, sont des civilisations avancées, évoluées. Oui, ce sont des civilisations avancées, évoluées, scientifiques, mais non pas nécessairement pour le bénéfice de l'homme. Les civilisations, une civilisation mais avancée... Fusionnées. Pardon? Mais fusionnées. Bon, ça c'est une question intéressante. Un être devient fusionné, vit la fusion, lorsqu'il a perdu la mémoire de l'âme. La fusion, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation de la mémoire, qui est l'âme, en énergie. C'est la transformation. C'est comme si, disons que vous avez une boule, c'est la mémoire, c'est l'âme, et cette boule, elle doit être détruite pour laisser simplement de l'énergie. Ça, c'est la fusion. Alors, l'homme sur la planète vivra la fusion parce que l'homme a une mémoire. Mais dans les évolutions, dans les galaxies, les êtres n'ont pas tous passé par l'évolution de l'homme. Ils n'ont pas tous eu à vivre de l'expérience de la mémoire. D'ailleurs, l'expérience de la mémoire est une expérience extrêmement terrestre, et il y a une raison, c'est que, comme j'ai déjà expliqué dans le passé, la mémoire de l'homme, autrement dit l'âme de l'homme, elle est faite de l'énergie de l'intelligence de ce qu'on appelle Dieu. L'intelligence est une énergie. Alors, cette énergie, sur la Terre, a créé ce qu'on appelle la mémoire. La mémoire, elle est faite de cette énergie-là, mais elle est imparfaite. Et elle est imparfaite parce que la mémoire existe tant que l'homme n'est pas en fusion. Pourquoi? Parce que si l'homme n'avait pas de mémoire, il n'y aurait pas d'intellect. Mais le problème de la mémoire, c'est que l'homme vit toujours de sa mémoire. Vivant toujours de sa mémoire, il est toujours esclave de l'âme, et étant esclave de l'âme, il n'a pas la volonté cosmique, c'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir en lui de détruire la forme. Et c'est la destruction de la forme en lui, qui est un pouvoir de l'intelligence, qui lui permet de se libérer de la mémoire et de commencer, petit à petit, à instruire et à vérifier les données de l'évolution future. Un homme de demain, l'homme de demain, ou même l'homme jupitérien, l'homme doit être créateur. Il ne peut pas être simplement un réceptif. Il doit être aussi un émetteur. L'homme doit émettre. Mais tous les hommes sur la Terre aujourd'hui sont des réceptifs. Ils reçoivent, à tous les niveaux de leur expérience. Ils reçoivent par les livres, ils reçoivent par les journaux, ils reçoivent par l'éducation, ils reçoivent par la religion, ils reçoivent par la philosophie. Mais à un certain moment, l'homme doit commencer à émettre. Mais l'homme ne pourra pas commencer à émettre tant qu'il n'aura pas détruit ce qu'il a reçu. Et détruire ce qu'il a reçu, ça ne veut pas dire
ne pas réaliser l'importance de ce qu'il a reçu. C'est de réaliser que ce qu'il a reçu a été bon, a été essentiel, a été nécessaire jusqu'à un certain temps, mais c'est fini. Alors maintenant, il doit commencer à émettre. Et lorsque l'homme commencera à émettre, il ne pourra plus recevoir du même plan que lui-même. Autrement dit, l'homme ne pourra plus recevoir des intelligences humaines, il ne pourra plus recevoir des intelligences astrales, il ne pourra recevoir que du rayon. Et c'est pour ça qu'il sera libre. Que doit-on penser des êtres humains qui sont amenés sur d'autres planètes par des êtres qui viennent en soucoupe volante? C'est la violation des droits cosmiques de l'homme. Que doit-on penser? C'est un karma planétaire. Un homme qui est amené sur une autre planète contre sa volonté est un homme qui peut être amené sur cette planète-là parce qu'il n'a pas la protection de l'intelligence. La protection de l'intelligence est une protection cosmique, ça fait partie du principe de la justice cosmique. Un homme ne peut pas être apporté sur une autre planète sans son intelligence, parce que s'il va sur une autre planète sans son intelligence, à cause du taux vibratoire de la planète, il deviendra automatiquement végétatif dans le mental de cette planète. Alors, si un homme va sur une autre planète, il doit y aller de son propre chef et il doit avoir le pouvoir de savoir qui sont ceux qui l'amènent, de connaître, il doit avoir le pouvoir, parce qu'il est dans l'intelligence, de comprendre leur intelligence, il doit avoir le pouvoir de comprendre leur psychologie, il doit avoir le pouvoir de comprendre leur raison d'invasion sur le plan matériel, il doit avoir le pouvoir de comprendre la dimension psychologique de la planète en relation avec la science par la vertu de laquelle il est amené là, il doit avoir le pouvoir de savoir tout ce qui le concerne sur cette planète, il doit savoir pourquoi il est là, il doit le savoir. Mais comment il va le savoir? Seulement lorsqu'il sera en fusion avec l'intelligence, parce que l'intelligence est au-dessus de toutes les catégories existentielles cosmiques de l'évolution galactique. L'intelligence se fout de l'évolution. L'évolution est une des grandes illusions de l'humanité. Lorsque l'homme sera dans l'intelligence, l'homme comprendra que l'évolution est une illusion. Parce que l'évolution n'existe que lorsque l'homme est en dehors de l'intelligence. Lorsque l'homme est dans l'intelligence, il n'a plus besoin d'évoluer puisqu'il ne peut plus apprendre. Il ne peut plus apprendre parce qu'il ne fonctionne plus sous la loi expérimentale de la planète. Il ne fonctionne plus en vertu de la conscience expérimentale de la planète. La planète Terre aujourd'hui est une conscience expérimentale. Mais l'homme ne peut pas vivre une conscience expérimentale pour toujours parce qu'il vient un moment dans la vie de l'homme lorsqu'il vit la fusion, où il réalise l'union entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, et lorsqu'il le réalise, il vérifie instantanément la nature même de la pulsation de l'intelligence en lui, et c'est cette vérification qui lui permet de déterminer s'il le veut ou s'il ne le veut pas, d'être en harmonie avec une activité qui procède de cette intelligence, ou non. Et ça fait partie de son discernement, et ça, c'est la grandité de l'homme de demain. Est-ce que de se retrouver dans le monde de l'intelligence uniforme, qui est le grand tout, qui est la grande énergie, qui n'a pas de forme et qui élimine les formes, ne ferait pas justement disparaître, éliminer l'homme, l'humain, n'existera plus très bientôt parce qu'il sera fusionné à un grand tout C'est une anonyme. question intéressante que vous demandez. Lorsque l'homme sera dans cette fusion, Anonyme. ce qui disparaîtra de l'homme, c'est sa conscience subjective et primitive de sa personnalité. Tout ce qui demeurera de l'homme, c'est l'énergie de son mental. Et c'est de l'énergie de son mental qu'il vivra, parce que c'est de l'intelligence que nous vivons. Ce n'est pas de notre personnalité. Nous vivons de notre personnalité parce que nous avons des émotions. Mais lorsque nous sommes en dehors de l'émotivité subjective, parce que les formes qui rattachent le mental inférieur à l'émotion sont détruites par la présence de cette conscience, de cette énergie, à ce moment-là, nous n'avons plus besoin des dispositions naturelles de la personnalité déterminées par le caractère et le tempérament, parce que nous ne vivons plus en fonction du temps et de l'espace. Nous vivons en fonction du vide de l'intelligence pure. C'est pour ça qu'à ce moment-là, la connaissance pour l'homme n'est plus importante. Tout ce qui compte, c'est la conscience, c'est-à-dire l'intelligence. Vous avez déjà dit dans une conférence qui remonte à il y a, je pense, 3 ans, que le plus grand danger de l'homme à la fin du XXe siècle, ce sera d'être subjugué par des intelligences étrangères à la planète.
Très juste. Le plus grand danger de l'homme, à la fin du cycle, aujourd'hui, c'est de croire. 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 Si vous savez et qu'on vous dit quelque chose, vous savez ce qu'on vous dit. Mais si vous ne savez pas, vous devez croire ou ne pas croire. Vous êtes prisonnier de la forme. C'est terrible. Alors, imaginez-vous qu'un homme qui rencontre un homme qui a une grande intelligence, qui vient d'une autre planète ou d'un autre plan, ou d'un plan invisible ou d'un astral quelconque. Comment voulez-vous que ce pauvre bonhomme, qui est encore dans son intellect subjectif, qui n'est pas dans l'intelligence, qui ne connaît pas la fusion avec cette énergie, puisse savoir que ce qu'il reçoit de l'autre n'est pas une contravention à sa liberté? Il ne peut pas. La puissance de l'autre le force à s'abaisser. Il est automatiquement dominé. Regardez ce qui s'est produit avec Barney Hill et sa femme. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et qui vous commande de venir là, pourquoi vous allez là? Parce que vous n'êtes pas dans votre intelligence. Vous êtes sous le contrôle d'une autre intelligence. C'est terrible, c'est dangereux. Et naturellement, les parapsychologistes, les gens qui s'intéressent aux phénomènes ovnis, tout ça, eux autres, ça les intéresse. Parce que c'est pas eux autres qui sont les cobayes. Hein? Quand tu te fais commander, qui peut te commander? Qui? Personne. C'est pour ça que je suis contre l'hypnotisme, l'hypnose. Parce que c'est subtil, là. L'hypnose, tout se cache derrière de la bonne volonté. Il y a plus de bonne volonté sur la terre qu'il y en a en enfer. Et pourtant, la terre est un enfer. L'hypnose, si on regarde les archives des Atlantes, faisait partie de la grande pratique de la magie noire des Atlantes. Alors, vous vous imaginez qu'avec les primitifs là-bas, les Indiens et tout ça, les peuplades, ce qu'on pouvait faire à ces gens-là. Un homme ne doit pas pouvoir être hypnotisé. Et regardez ce qui se produit. C'est subtil, là. Vous allez voir un hypnologue, et s'il ne peut pas vous hypnotiser, vous sortez, vous, avec la culpabilité de ne pas pouvoir l'être. Celui qui se fait hypnotiser, là, qui mange des oranges, puis des oignons, puis qui a l'air d'un yo-yo, là, lui, il est correct. Tout le monde s'amuse, lui, il s'est pas amusé, mais en tout cas, il a fait amuser les autres. Mais celui qui n'a pas fonctionné, là, avec l'hypnologue, là, lui, il n'est pas correct. Il s'en va chez eux, puis il dit, moi, il y a quelque chose qui ne me tourne pas, j'ai rien malade. Pourtant, c'est lui qui est correct. Un homme ne peut pas se permettre de laisser son esprit envahir par un autre esprit, soit par un homme ou par d'autres entités. Des expériences qu'on fait en prison en Amérique du Sud ou ailleurs, la lobotomie, des expériences qu'on fait directement sur le cerveau, on s'amuse avec le cerveau humain. Est-ce que finalement l'intelligence et le cerveau, c'est lié, ou est-ce que l'être n'est pas victime de son cerveau? Est-ce qu'il n'est pas capable de passer au-delà de son cerveau? Lorsqu'il n'y aura plus de cerveau, il va mourir, mais il va quand même être. Oui, naturellement, lorsque l'homme n'a plus de cerveau, il continue, mais il s'agit, ou il s'agira pour l'homme de demain, d'être... Vous savez que tout ce que nous vivons sur le plan matériel est toujours en fonction de notre intelligence. C'est toujours en fonction de notre intelligence. Alors moi, si un médecin voudrait me faire une lobotomie, ça ne fonctionnerait pas. Si quelqu'un dirait, bon Bernard, j'aimerais ça étudier ton cerveau, comment ça fonctionne, je dis, veux-tu me laisser tranquille, toi là, étudie le tien, puis laisse-moi tranquille. Là-bas, on ne leur demande pas la permission. Parce que je n'ai pas la subjectivité et la curiosité subjective ou le goût de me faire taponner dedans. J'étais intéressé à boire mon coke.
Mais l'homme, dans sa subjectivité, dans sa curiosité, il veut voir pourquoi que ça marche de même, pourquoi ça marche de même. La première chose qu'il se fait faire, c'est qu'il se fait taponner le cerveau. Maintenant, ce que je dis, c'est que notre conscience, ce n'est pas ce que la médecine fait ou ne fait pas qui est le point. C'est la conscience de l'homme qui est le point. Si l'homme était dans sa conscience, il n'aurait pas à passer telle expérience ou telle expérience ou telle expérience. Mais étant dans une autre conscience, il est bon qu'il passe telle expérience ou telle expérience ou telle expérience. C'est comme un type qui fait le cancer. Un type qui fait le cancer, il est évident que si la médecine peut l'aider avec tous ses aspects, toute sa recherche, tant mieux. Mais je dis que l'homme qui est dans sa conscience n'a pas de cancer. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire qu'on doit dans l'avenir en arriver à rapporter tout à notre conscience. Et c'est de notre conscience que l'homme vivra, de cette fusion que l'homme vivra. Vous avez des cas historiques où l'homme a vécu de cette énergie. Thérèse Newman, c'est un exemple, qui n'a pas mangé pendant des années de temps, qui buvait de l'eau. Vous avez des yogis aux Indes qui vivent de cette énergie, qui sont maintenus par cette énergie. Alors, cette énergie, elle est créative, mais il faut qu'elle fasse la connexion avec l'ego, et c'est ça qui est pénible, c'est ça qui est difficile. Il y a êtres extrêmement évolués qui sont justement, dont la fonction est justement d'ajuster nos pensées, et ce sont ces êtres-là qui doivent fusionner avec l'homme, et chaque homme possède et a un de ces êtres en lui. J'ai une question ici d'une personne qui demande l'esprit de l'homme agit sur la matière, on peut provoquer les événements qu'on annonce dans les prophéties, on peut les provoquer parce qu'on les imagine. Non. Ce n'est pas que nous pouvons les provoquer, elles sont déjà provoquées. Écoutez, je vous donne une preuve. Il y a 2000 ans, Jean écrit la Révélation. 2000 ans plus tard, on la vit. Alors déjà, c'était connu. Fatima, la Vierge était toujours au conditionnel. Si les hommes ne font telle chose... Oui, la Vierge était conditionnelle parce que les intelligences qui sont... Parce que vous savez que le phénomène de la Vierge, c'est un phénomène extraterrestre. Le phénomène de la Vierge, c'est un phénomène qui met en garde l'homme. Ils sont obligés de dire si vous regardez la psychologie de la théologie, si vous regardez la psychologie de la religion, si vous regardez la psychologie de la spiritualité, si tu fais pas ça, tu vas aller à l'enfer. Si tu fais pas ça, tu vas aller au ciel. Ça fait partie de la psychologie naturelle. La Vierge ne peut pas dire, bon, mais en tant de temps, dans telle année, il y aura une guerre, parce que tout le monde friquerait. Je vous le dis, la prophétie, elle est donnée toujours sous un voile. Elle est voilée. Et la prophétie sera toujours voilée, et je vous assure que l'homme ne saura jamais précisément quand se passera tel ou tel événement sur la terre. Elle sera toujours voilée, la prophétie. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour cette raison que la plupart des grandes prophéties comme Nostradamus ou Malachie, je vais reprendre la question, je change la cassette vidéo. Ça ne m'empêche pas de continuer. Oui. Ça m'empêche de continuer. Déjà une contrainte. Ça roule? Je l'ai perdu. Non. Nostradamus, puis... Oui, est-ce que c'est pour cette raison que la plupart des grandes prophéties comme Nostradamus, Malachie, c'est toujours avec des mots, des termes pas faciles à comprendre, ça prend des siècles pour qu'on puisse les interpréter. Tout est voilé. Le voile, la loi du voile, c'est la voie de l'astral. Un des voiles que j'aimerais dévoiler tout de suite, c'est que dans Nostradamus, on parle des seuls. Et on sait parle des quoi? Les seuls. Les seuls verront telle chose. Les seuls. S-E-U-L, qui est un anagramme de élu. E-L-U-S. C'est dévoilé maintenant. Oui.
Vous pourriez nous en parler de ces seuls, de ces élus qui sont très peu nombreux? Oui, les seuls, ce sont ceux qui sont seuls, ce sont ceux qui sont dans cette intelligence, qui sont en relation avec leur intelligence, qui ne sont pas influencés de l'extérieur. Ce sont ceux qui vivent de la fusion, ce sont ceux qui sont dans l'énergie de cette fusion, ce sont ceux qui savent parce que ils sont dans l'énergie de l'intelligence et non dans le savoir qui procède de cette intelligence qu'on appelle la connaissance. Les seuls ne peuvent pas parler de ce qu'ils savent parce que ce qu'ils savent ne se parle pas. Ce qu'ils savent ne se parle pas. Les initiés ont toujours la bouche bouclée. L'histoire de l'ésotérisme en est une preuve. Alors les seuls le savent et ça fait partie de leur évolution de le savoir, ça fait partie de leur condition de le savoir, ça fait partie de l'électrification du système nerveux de l'humanité, d'entreprendre sur le plan matériel une expérience fortement enregistrée dans les annales et interpréter ces vibrations selon le pouvoir de leur réception cosmique. Ça fait partie de tout le processus d'électrification de la conscience cosmique et la planète Terre pour que l'homme éventuellement puisse sur la Terre créer une nouvelle conscience planétaire. Il y a énormément de choses derrière les seuls. Et les seuls sont seuls et ils seront toujours seuls, mais ils ne sont jamais seuls parce qu'ils sont dans l'intelligence. Réunis dans l'intelligence. Ils sont réunis dans l'intelligence. Un seul qui vient de Mexico, qui rencontre un seul d'Afrique, qui rencontre un seul du Mexique, qui rencontre un seul de la Jamaïque. Ce sont des êtres ils savent. Moi, j'ai eu une expérience quand je suis allé à Chicago dans comment on appelle, un bus. Et je me suis assis dans le bus et il y a un type qui se retourne vers moi, devant moi. Il me dit, est-ce que vous m'avez parlé? Mais j'ai dit, ça dépend ce que vous voulez dire par parler. Il y a bien des façons de parler. Et ensuite, il me demande une question et j'ai dit oui. Alors, automatiquement, il est venu s'asseoir à côté de moi et nous avons parlé pendant tout le trajet. Et au bout du trajet, j'ai dit, dans 3 semaines, vous viendrez chez moi, nous continuerons à parler. Et au bout de 3 semaines, il est venu, c'était naturel et nous sommes des plus grands amis. Il n'y a jamais eu dans notre vie de grands changements. Il n'a jamais rencontré un homme particulier. Il a rencontré un homme qui pensait comme lui, qui voyait comme lui, qui savait comme lui. Et c'est comme ça que les seuls fonctionnent. Bernard de Montréal, vous savez qu'il y a eu un grand seul qui s'appelait aussi Bernard de Clairvaux, les Templiers, et tous ces seuls qui étaient réunis dans un ordre top secret, qui avaient des petites rencontres à l'ombre des pyramides ou au Tibet. Tous ces seuls ont un numéro de téléphone pour se contacter, pas physique, mental ou supramental. Les seuls se connaissent en dehors de la matière parce qu'ils doivent travailler ensemble. Sur le plan matériel, les seuls peuvent être totalement diamétralement opposés au niveau de la fonction sociale, mais au niveau de l'éthérique, les seuls se connaissent tous. C'est normal. Mais ces ordres ésotériques, les ordres ésotériques sont simplement des tableaux de fond pour permettre qu'une certaine sorte de connaissance soit diffusée à la masse pour maintenir un certain niveau de conscience dans la masse et aussi pour maintenir une tension entre l'Église et l'état psychique de la collectivité subconsciente de la race. Il y a des fonctions dans tous les aspects des relations entre les seuls et l'humanité. Ça a toujours été la même chose, ce sera la même chose demain, mais de plus en plus, le nombre des seuls grandit. Et il se produit, dans un temps donné, un mouvement qui est inusité sur le plan humain, c'est que pour la première fois depuis un très très grand nombre d'années, les intelligences qui viennent d'autres planètes, des intelligences scientifiques évoluées, sont prêtes. Quand je dis prêtes, je dis elles sont là dans l'éthérique, à entrer en contact et à élever les seuls dans une vibration supérieure pour empêcher la destruction de leur corps matériel lorsque l'axe de la planète sera changé. Alors, c'est normal que ces seuls puissent avoir accès à ces transports d'énergie parce qu'ils sont de la même vibration. C'est le fait qu'ils ont la même vibration qui permet l'aspiration dans ces systèmes. Ce n'est pas parce qu'ils ont un corps de désir particulier. C'est à cela dont on faisait allusion dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 24, quand on disait « Une sera prise à côté de l'autre qui sera laissée ». Effectivement, oui.
Bon, effectivement, un pourra être là, l'autre sera là, et un verra, sera aspiré, et l'autre ne verra rien. L'aspiration, l'ascension. L'ascension, ce que vous appelez l'ascension, c'est l'aspiration magnétique d'un corps matériel, d'un corps vital, d'un corps mental, d'un corps émotionnel, dans cette énergie, dans cette sphère que vous appelez, vous, des ovnis. Mais des ovnis, ce ne sont pas des transports tels que nous le concevons. Nous aimons nous imaginer que dans les ovnis, il y a des computers, puis il y a des petites télévisions, parce que nous pensons en termes d'ovnis ou de transport avancé au niveau de notre science. Mais ça, c'est la perception astrale de ces transports d'énergie. Si nous changeons de taux vibratoire, nous voyons que ces systèmes d'énergie-là ne sont pas cela. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de système électronique. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est trop primitif. Mais si nous descendons en vibration, mais là, nous voyons des télévisions. C'est comme le rêve. Est-ce que les extraterrestres sont dans l'éther? Ils sont dans l'éther, ils se déplacent dans l'éther, effectivement. Où voulez-vous qu'ils soient? Dans l'espace. Dans les trous noirs. Vous regardez ce que vous dites. Dans les trous noirs. Qu'est-ce que c'est un trou noir? Un hyperespace. Qu'est-ce que c'est un hyperespace? Un espace en dehors des dimensions. Quelle dimension? Des dimensions finies. Des dimensions finies. Ça n'existe pas, une dimension deuxième finie. ou troisième dimension. Oh, une dimension finie, ça n'existe pas. Vous changez le taux vibratoire d'une dimension finie et automatiquement vous créez une nouvelle dimension. Vous ne pouvez pas dire que ce verre-là est une dimension finie. Il apparaît comme étant une dimension finie parce que la densité de son corps en proportion avec la sensorialité de votre main lui donne cette dimension. Mais si vous changez la tension vibratoire de toute l'organisation moléculaire de ce vase, vous passez votre main au travers. Alors à ce moment-là, il n'y a plus de dimension finie. Ça n'existe pas des dimensions finies. Ça fait partie des concepts scientifiques. Ça. Non, c'est pas bon. Les dimensions finies s'entrechoquent sur le même niveau. Mais les dimensions finies se rencontrent à certaines limites vibratoires et d'un taux vibratoire à un autre taux vibratoire, vous passez d'une dimension que vous appelez finie à une autre dimension que vous appelez finie. Mais la finitude d'une dimension est toujours proportionnelle à l'infinitude ou à la finitude de votre esprit. Si votre esprit est infini parce que vous êtes dans la fusion à ce moment-là, vous pouvez passer d'une dimension à une autre dimension et vous pouvez voir le spectacle infini du mouvement de l'énergie dans l'intelligence, dans le corridor de l'intelligence qui vous amène éventuellement au sommet de toute finitude spatiale qui sont les trous noirs. Mais il faut comprendre par l'intelligence ce qu'est. Nous ne pouvons pas employer des mots et parler des mots ou juxtaposer des mots pour former des structures psychologiques, parce qu'à ce moment-là, nous formons une philosophie. Et si nous formons une philosophie, nous sommes automatiquement prisonniers d'une façon de penser. Nous ne pouvons nous permettre de penser. Si je me permettais de dire que derrière le trou noir, c'est là qu'on retrouve Dieu. Non, parce que derrière le trou noir, ça n'existe pas. Le trou noir, c'est le rétrécissement. C'est le rétrécissement vers l'infinité de toute l'énergie de l'espace. Mais l'énergie de l'espace, c'est quoi? C'est la durabilité du temps emmagasiné dans la conscience cosmique pour le bénéfice du maintien planétaire et galactique de tous les mondes en évolution. Nous pensons en termes humains, nous pensons en termes humains et nous devons un jour ne plus penser pour comprendre. Si nous pensons en termes humains, nous catégorisons le phénomène spatial et le phénomène temporel, et en catégorisant le phénomène spatial et temporel, nous réunissons dans notre mental des aspects du réel possible, et nous ne pouvons plus à ce moment-là contempler dans l'intelligence pure le réel qui est en dehors du possible, ce qu'on appelle l'impossible. C'est l'impossible, c'est de l'impossible que l'homme doit vivre et non du possible, parce que le possible est la cristallisation dans la forme de la manifestation des lois de l'impossible pour la subjugation de l'esprit de l'homme. L'homme demain vivra de l'impossible, l'homme supramental, l'homme, le surhomme, l'homme de demain vivra de l'impossible et l'impossible pour lui sera le réel. Et du passage de l'impossible au possible de l'homme, ce sera totalement fantomatique et magique.
Est-ce que l'on peut dire que si on était en harmonie totale, on serait immortel? Oui, effectivement, parce que c'est normal l'immortalité. L'humanité, l'homme doit à un certain niveau, à un certain temps au cours de l'évolution, réunir dans une harmonie parfaite la totalité de ses principes pour qu'il cesse d'être planétaire et devenir cosmique. À ce moment-là, l'homme travaille sur une planète quelconque et lorsqu'il a fini son travail parce qu'il est terminé, bien terminé, bon, il change, il sort de son corps, il transmet son corps, il s'en va ailleurs, il continue son travail. Il ne veut pas pourrir dans la terre avec des aspects ou des infériorités animalcules qui le dévorent et qui... C'est terrible. C'est terrible. L'acte sexuel serait-il justement une descente de ces énergies? On en parle dans beaucoup de mouvements ésotériques. La question du contrôle sexuel ou de la virginité, tout ça. On met toujours l'accent en disant, c'est excellent, de contrôler, de limiter, de castrer. De castrer. L'acte sexuel, la sexualité, nous avons interprété la sexualité, nous ne la vivons pas d'une façon réelle. Nous l'avons interprétée et comme nous l'avons interprétée, que notre zizi marche ou qu'il ne marche pas, nous sommes castrés anyway. Parce que tous les hommes, tant que les hommes ne seront pas dans l'énergie, ils ne pourront pas réaliser la fonction terminale de la sexualité. La sexualité, c'est une fonction terminale. Sur le plan matériel, naturellement, la fonction terminale de la sexualité se situe là où nous le savons. Mais lorsque l'homme sera sur un autre plan, il y aura encore de la sexualité, mais dont la fonction terminale se situera dans le thyroïde. Mais si vous parlez à un homme aujourd'hui que vous lui dites que sa sexualité sera dans la thyroïde, il n'est pas tellement intéressé. C'est normal. Il faut quand même respecter les conditions de vie. Vous parlez d'une certaine façon de la science infuse en rentrant en contact avec la fusion avec l'intelligence. Mais cette science infuse-là, comment pourrait-elle permettre à un homme aujourd'hui de devenir médecin, avocat? Lorsque la science infuse sera activée sur la planète, autrement dit, lorsque l'intelligence permettra que l'homme puisse organiser la vie sur la Terre en relation avec des données scientifiques de haute portée, ce sera déjà la fin du cycle. Et cette science infuse ne sera pas donnée à l'humanité avant la fin du cycle. L'homme devra souffrir énormément, l'humanité devra souffrir le karma mondial avant que la science infuse soit donnée à l'humanité. Elle sera projetée dans certains domaines, elle sera diffusée par télépathie dans certains centres, parmi certains individus dans le monde, mais ils n'auront pas le pouvoir de s'en servir. Parce que l'humanité aujourd'hui qui se servirait de la science infuse, avec la conscience planétaire de l'homme et tous les appétits égoïstes de l'homme et les passions de l'homme, détruirait la planète. Non. Ils ne permettront, l'intelligence ne permettra jamais que l'homme ait accès à la science infuse avant la fin du cycle. L'intelligence permettra que l'homme connaisse les lois de la psychologie de l'intelligence. D'ailleurs, la première science qui sera donnée à l'humanité sera les lois de la psychologie de l'intelligence, qui est la psychologie supramentale, qui est la loi de la nature de l'homme de demain. Mais la science infuse ne sera pas descendue, ne sera pas appliquée, ne sera pas diffuse sur la planète Terre tant que le cycle ne sera pas terminé. Et ceux qui en connaîtront des aspects dans un climat totalement fermé et eux-mêmes n'auront pas le pouvoir de sortir de ce climat. Non. Vous avez parlé du karma mondial. Moi, je me demande une chose, c'est que l'enfant, quand il fait une erreur, on lui pardonne parce qu'on dit qu'il n'est pas tellement conscient, c'est pas tellement sa faute. Quand l'adulte fait une erreur, là, on lui reproche. Mais dans le karma mondial, on doit souffrir, etc. Mais ce sont les inconscients qui vont souffrir ou ce sont les conscients qui vont souffrir? Et si ce sont les inconscients, je trouve que c'est pas tellement juste, puisque on dit même un enfant qui n'est pas trop conscient, il ne doit pas souffrir d'une erreur qu'il a commise.
Mais alors, ce sont les gens conscients qui vont souffrir du karma mondial, mais si ce sont les gens conscients, ce sont les gens les plus près de passer de l'autre côté. Non, ce ne sont pas. Les gens, plus les gens se conscientiseront, moins ils souffriront du karma mondial. Plus tu te conscientises, plus tu es dans l'intelligence, moins tu souffres, parce que moins tu es influencé dans les motifs et le mental. Donc, ceux qui souffriront le plus, ce sont les innocents, les gens qui sont moins conscients. Eux vont souffrir plus que les autres. Oui. Plus l'inconscience est grande, plus il y aura souffrance, oui. Parce qu'il y a moins d'intelligence. La conscience, c'est de l'intelligence. Alors, vous ne souffrez pas parce que vous comprenez les données. Alors, quelle est la nécessité de nouvelles naissances avant tous les événements? Parce qu'un enfant qui est tout petit, il n'a pas le temps d'être bien conscient de ce qui arrive, mais il va souffrir en bébite pareil. Oui, mais on ne peut pas regarder le phénomène d'incarnation d'un point de vue sentimental humain. Il faut regarder le phénomène d'incarnation selon les lois des mondes de la mort. Les gens qui sont dans la mort et qui souffrent du temps, parce que la souffrance des morts, c'est le temps. Pour nous, c'est l'espace. Ces êtres-là, lorsque c'est le temps, lorsqu'il leur est permis de s'incarner, s'incarnent avec grand plaisir parce que ça leur permet d'évoluer encore et d'évoluer. C'est ça que je dis. Tant que l'homme ne sera pas... Vous savez, il y a deux temps dans la vie de l'humanité. Il y a le temps avant la fusion, qui dure des siècles et des siècles, où l'ego évolue, hein, et où l'ego est prisonnier de l'âme, où l'ego est prisonnier de la mémoire, et étant prisonnier de la mémoire, il s'incarne pour créer de plus en plus de potentiel évolutif pour l'âme, et lorsque l'âme est suffisamment évoluée, à ce moment-là, il est temps que cette énergie serve l'homme, serve l'ego. Mais tant que cette évolution n'est pas arrivée à un point terminal, ce qui crée le fameux cycle des incarnations, automatiquement, l'ego doit se réincarner. Mais à un certain moment, l'ego doit cesser de se réincarner, immortaliser la matière, fusionner et continuer en tant qu'être créateur. Alors, regardez le phénomène de l'incarnation ou de la réincarnation d'un point de vue sentimental humain, ça ne mène nulle part. C'est un phénomène d'évolution, et d'évolution, c'est un phénomène d'involution, c'est un phénomène d'ignorance, et lorsque les hommes seront dans la conscience, dans cette intelligence, parce qu'il y aura eu suffisamment avant, de par l'expérience de la mémoire totale, de l'âme de chaque individu, suffisamment d'expérience, préconisant un attachement à cette énergie, à ce moment-là, il y aura fusion. Tous les hommes doivent éventuellement fusionner. Ce n'est pas le privilège de quelques-uns, c'est simplement l'échelle du temps qui change. En restant dans cette ligne de pensée-là, il est passé 10h30, alors je me retourne vers vous. Si on peut éclairer la salle, maintenant on va être obligé d'éteindre ici, puis on va avoir tout le monde sur le même éclairage, et puis ça va être à votre tour de poser directement des questions à Bernard. De mon côté, c'est difficile de voir qui lève la main. Alors l'idéal, même des fois, c'est de lever la main, de se lever debout, puis là, quand je vous fais signe, ça veut dire que je sais que c'est à votre tour de parler tout de suite après. Il y a moyen comme ça, alors on va se voir, alors c'est à votre tour. Je ne sais pas si j'ai fait un bon interprète de certaines questions, en tout cas j'ai essayé, mais là, si vous avez des questions supplémentaires à poser à Bernard, oui, madame, là-bas. Alors, je reprends pour le bénéfice de la cassette. Est-ce que la Troisième Guerre mondiale, le conflit qui s'en vient, la transformation des choses, ne serait-elle pas une destruction des formes sur le plan de l'esprit plus qu'une destruction des formes sur le plan de la matière? C'est une question ou une constatation en tant que question intéressante, et je peux répondre que des deux façons, la réponse elle est bonne. Autrement dit,
Ce qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale, ce conflit final, si vous voulez, dans la matière, correspond au phénomène terminal de la descente de l'énergie dans la forme. C'est la fin, c'est la maladie finale. C'est le corps de l'humanité qui souffre. Mais avant que le corps de l'humanité souffre, l'esprit aussi souffrira. C'est comme la maladie. Quand nous sommes malades, la maladie commence dans le mental, elle descend dans l'émotion, elle descend dans le vital, et finalement, elle nous atterre sur le matériel. Et au niveau de la guerre, c'est la même chose. Ce qui se passe, les événements qui constituent la dégradation de la forme vers sa décadence totale, est déjà commencé sur les autres plans invisibles de l'humanité. Et c'est justement là que vous avez raison. Dans l'esprit, l'homme souffrira, mais aussi dans son corps. Mais si l'homme est libre dans son esprit, parce qu'il est dans son intelligence, dans l'intelligence universelle, qui unit tous les hommes, il ne souffrira pas dans son corps. Parce que l'esprit en lui, l'intelligence en lui, lui donnera la clé, lui permettant de subtiliser sa forme matérielle à l'énergie de destruction. Et ça fait partie du phénomène des seuls. Ça répondait bien à votre question, madame. Y a-t-il une autre question? Oui, monsieur. Est-ce que vous parlez pour sécuriser votre doute? Sécuriser mon doute. Dans le fond, est-ce que vous ne doutez pas? Vous avez pris une option dans vos conférences. Vous prenez une option comme ça pourrait être une autre option. Vous vendez des pneus Canadian Tire, puis l'autre vend des pneus Michelin. Oui. Vous vendez la formule du supramental, de la sécurité qu'un jour on va être fusionné à la grande intelligence, parce que c'est évident qu'il y a une grande intelligence derrière tout le mécanisme universel. Oui. On va être fusionné à ça. Ça se vend facilement. Je parle de l'évolution de l'homme, je parle de l'avenir de l'homme. Moi, je dois parler de l'avenir de l'homme selon ce que je reçois. Je le fais parce que ça fait partie de ma vibration, ça fait partie de mon intelligence, ça fait partie de ma créativité, ça fait partie de ce que je peux faire le mieux, ça fait partie de ce qui pour moi est le plus intéressant, ça fait partie de ce qui pour moi est le plus possiblement créatif sur le plan humain. Ça fait partie de certaines données qui sont aussi importantes pour moi lorsque je les parle que pour l'homme lorsqu'il les entend. Or, ça fait partie de ce processus créatif-là qui engendre dans ma personne une énergie dont je vis et j'en parle. On parle ou on manifeste ce que l'on est. L'ingénieur fait telle chose parce qu'il a telle chose, le médecin telle chose. Moi, je suis conférencier, alors je fais ça. Si demain matin, vous venez me voir et vous me dites, écoute Bernard, je vais te donner un job quelque part dans les îles, peut-être que j'accepterai. À ce moment-là, j'arrêterai de parler et j'irai dans les îles. Peut-être. On ne sait jamais. Il faut prendre une chance. Mais en attendant, tant que vous ne m'offrez pas un job dans les îles, mais je parle. Quand vous êtes dans l'île de Montréal... C'est plaisant, vous savez, parler. C'est plaisant parler à l'homme, faire des conférences. C'est plaisant. Pourquoi pas? Mais ce que je demande, c'est que les gens ne croient pas ce que je dis. Ça, c'est important. Ça fait partie de ce que je dis. Vous comprenez? Monsieur, la différence entre l'astral et l'éther. Ça, Bernard, la différence entre l'astral et l'éther? Oui, c'est intelligent ce que vous dites. Oui, c'est intelligent ce que vous dites. Si vous considérez l'astral comme l'aspect passif de la mémoire et l'éther comme l'aspect créatif de la conscience universelle, oui. Oui. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Est-ce que vous doutez de ce que vous dites? C'est bien.
C'est ça, quand on sait, on sait. C'est ça de ce que j'appelle c'est très subtil de l'intelligence. C'est pas des grosses théories, c'est très simple de l'intelligence. Il y a des gens très simples qui ont beaucoup d'intelligence et des gens qui ont des gros doctorats qui n'ont pas d'intelligence pantoute. Tu sais, c'est bien simple. C'est ça de l'intelligence. Monsieur a déjà un doctorat en plus. Ah, ben, tant mieux. Quelqu'un a une question? C'est important de ne pas douter ce que vous savez. C'est tout ce que je peux vous dire. Il faut que l'homme apprenne à ne pas douter ce qu'il sait, et ensuite il avance, et après 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu as perdu la capacité de douter ce que tu sais. Attendez, monsieur, il y a déjà quelqu'un d'autre. Oui? Pensez-vous que les entités qui ont créé le matériel sont des entités imparfaites? C'est intelligent cette question, c'est intéressant ça. Je reprends la question pour la cassette. Pensez-vous que des entités qui ont créé le matériel sont des intelligences imparfaites, ou des entités imparfaites? Les entités qui ont créé le matériel sont des entités parfaites, mais dont l'intelligence est imparfaite. J'explique. Une entité peut être parfaite dans ce sens qu'elle a terminé son mouvement dans l'espace absolu. Parce que dans le mouvement d'une entité vers l'espace absolu, lorsqu'elle sort de ce qu'on appelle, nous, la lumière, automatiquement, cette entité est obligée d'arriver à un point de totale stabilité entre le vide absolu de cet espace et sa conscience primordiale cosmique. Elle est obligée, à un moment donné, de se regarder, d'aller en elle. Alors, automatiquement, elle a atteint un niveau de perfection. Mais elle est imparfaite parce que elle est obligée, cette entité, de créer des conditions qui mènent éventuellement à la création du temps. Autrement dit, si vous me demandez qu'est-ce que c'est l'imperfection, je dirais l'imperfection, c'est tout ce qui est rattaché au temps. Alors, ces entités sont parfaites dans le sens que je l'explique, et elles sont imparfaites dans le fait qu'elles ont créé des formes pour l'évolution qui constituent la nature du temps, et nous savons que le temps est justement cette dimension de la matière de l'esprit qui empêche la lumière d'exercer son pouvoir de domination sur toutes les formes en même temps dans l'universel. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a évolution.